Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur une question vraiment complexe, le conflit entre l'administration Trump et l'Iran. On va essayer de voir ce qui se cache derrière les gros titres. Alors d'un côté, on a les déclarations officielles, du genre victoire totale, campagne impeccable, tout semble parfait. Mais quand on regarde la réalité sur le terrain, eh bien c'est une toute autre histoire. On parle d'escalade, les États-Unis qui en viennent à demander de l'aide, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, la grande question, c'est comment expliquer un tel décalage? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti! Le premier point, c'est donc cette fameuse guerre des mots. Cette différence énorme entre le discours officiel et ce qui se passe pour de vrai sur le terrain. Au début, on pouvait vraiment penser à une opération militaire classique, assez courte. Mais en fait, cette phase est complètement terminée. On n'est plus du tout dans des frappes militaires isolées. Non, le conflit a changé de dimension. Il est devenu bien plus large et surtout bien plus stratégique. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. On va voir comment l'Iran a très intelligemment déplacé le combat sur un tout autre terrain, celui de l'économie. L'Iran a lancé une contre-attaque économique très bien pensée. Comment? Eh bien en utilisant ses points forts. Ils ont commencé à jouer avec le détroit d'Ormuz, un passage obligé pour une bonne partie du pétrole mondial. Ils ont aussi favorisé leurs alliés, comme la Chine, tout en bloquant le flux pour les alliés des États-Unis. Et pour finir, ils ont directement visé les systèmes financiers liés aux Américains et aux Israéliens. En bref, ils ont transformé l'économie en une véritable arme de guerre. Et l'effet a été immédiat, évidemment. Le prix du baril de pétrole a explosé, dépassant les $100. Il faut imaginer la pression, pas seulement sur l'économie mondiale, mais directement sur l'administration américaine. La pression est devenue tellement forte que, chose assez impensable, les États-Unis ont dû demander à la Russie d'augmenter sa production de pétrole. Ils ont même été contraints de lever temporairement des sanctions. Ça nous montre une chose, une énorme vulnérabilité et une vraie perte de contrôle sur le plan économique. Alors, on pourrait croire que c'est une réaction à chaud, une improvisation. Mais pas du tout. En fait, la réponse de l'Iran repose sur une stratégie asymétrique, une doctrine qui a été pensée et affinée depuis des décennies. Il y a un proverbe qui résume ça parfaitement, souvent attribué aux talibans, mais qui s'applique très bien ici. Vous avez les montres, nous avons le temps. Tout est dit. L'idée, ce n'est pas de gagner une bataille frontale, mais de durer, d'épuiser un adversaire qui, sur le papier, est bien plus puissant. Et c'est exactement ça, la guerre asymétrique. C'est la stratégie du plus faible contre le plus fort. L'idée, c'est d'éviter la confrontation directe et d'exploiter les points faibles de l'adversaire avec des tactiques non conventionnelles. En gros, on refuse de jouer sur le terrain de l'ennemi pour essayer de retourner ses forces contre lui. La différence est flagrante. D'un côté, les États-Unis, la puissance symétrique par excellence. Des porte-avions, une aviation surpuissante, un commandement très centralisé. De l'autre, l'Iran. Des vedettes rapides, des drones, des mines, des missiles balistiques et surtout des alliés, des relais dans toute la région. Pendant que les Américains construisaient une machine de guerre conventionnelle, les Iraniens, eux, développaient des outils faits sur mesure pour leur environnement. Et ça ne date pas d'hier. Dès 1979, le régime se construit en opposition aux États-Unis. Dans les années 80, il décide déjà de ne pas investir dans une grande marine ou une grande armée de l'air, mais plutôt dans ces outils asymétriques. Et puis, il y a un tournant, 2003. Le général Ali Jafari observe l'armée de Saddam Hussein s'effondrer en quelques jours face aux Américains. Pour lui, c'est la leçon à retenir. Après ça, il va construire une nouvelle doctrine militaire pour l'Iran, décentralisée, résiliente et conçue pour une chose, ne jamais perdre. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, ce conflit n'est pas juste une affaire entre Washington et Téhéran. Pas du tout. Il a des répercussions partout et il est en train de redessiner complètement les alliances sur l'échiquier mondial. Chaque acteur international joue sa propre partition. La Russie, par exemple, y voit une occasion de gagner en influence face aux États-Unis. Elle peut monnayer son aide à l'Iran contre des concessions ailleurs, comme en Ukraine. La Chine, elle, cherche à sécuriser son énergie et à renforcer ses liens avec la Russie. Israël a tout intérêt à ce que le conflit dure pour affaiblir son grand ennemi régional. Et l'Europe dans tout ça? Eh bien, elle est un peu sur la touche, divisée et cherche avant tout à maintenir la stabilité. Si on prend le cas de la Chine, ses intérêts sont énormes et très concrets. Une part non négligeable de son pétrole vient d'Iran, sans parler du gaz du Qatar juste à côté. On comprend bien pourquoi la Chine est un acteur absolument incontournable pour trouver une solution sur le long terme. Bon, avec tous ces acteurs et ces stratégies compliquées, comment est-ce qu'on peut espérer sortir de cette crise? Quel est le chemin vers la paix? Le chemin est pour le moins difficile. D'abord, les États-Unis ont dû se rendre à l'évidence. Une victoire militaire rapide est impossible. Ensuite, la pression économique iranienne est devenue si forte qu'ils ont été forcés de chercher une porte de sortie. Mais l'Iran, sentant le rapport de force changer, a posé ses conditions. Un cessez-le-feu complet avant même de discuter. Résultat, les Américains sont obligés de négocier, mais plus du tout depuis une position de force. Les cartes ont été redistribuées. Il y a une citation de l'analyste François Martin qui résume parfaitement la situation. Ils nous connaissent par cœur.
nous refusons de les connaître. Ça pointe vraiment le cœur du déséquilibre stratégique. D'un côté, une connaissance intime de l'adversaire, et de l'autre, une sorte de refus de comprendre sa logique. Finalement, tout cet épisode nous laisse avec une question fondamentale, surtout à notre époque. Dans ce nouveau type de conflit, est-ce que la supériorité militaire, la puissance de feu brut, est encore suffisante pour garantir la victoire? Et peut-être même, que veut vraiment dire gagner aujourd'hui?